Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances. J'espère que le gâteau était bon. La France n'est pas un McDonald's. On n'y vient pas comme on est. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Vous faites pitié. Il faut un cap clair. Quelle indignité. Donc vous arrêtez avec ce ton mi-insolent, mi-arrogant. Effectivement, des étudiants à sciences politiques font de la politique. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette interview dans le cadre des élections du conseil d'administration de Sciences Po. Aujourd'hui, nous recevons la liste solidaire étudiants-étudiantes, une liste se voulant engagée et qui défend des valeurs fortes telles que l'émancipation des étudiants, la lutte contre les oppressions et la précarité, ainsi qu'un engagement sur les questions sociales et écologiques. Bonjour Carmel, Solal et Mathieu. Bonjour. Durant cet épisode, nous allons explorer leur programme à travers 4 grandes thématiques. Tout d'abord, nous parlerons de votre identité et de vos motivations. Donc, qui êtes-vous, en quoi votre vision se démarque des autres listes et pourquoi est-ce que vous souhaitez représenter les étudiantes et les étudiants au conseil d'administration. Ensuite, nous reviendrons sur le bilan de l'année passée en mettant en lumière vos victoires et les leçons que vous en avez tirées. Nous nous pencherons ensuite sur vos propositions phares pour transformer et améliorer la vie des étudiants de l'IEP. Et pour finir, nous prendrons un temps pour répondre aux questions qui vous ont été posées par les 2 autres listes, donc à l'unisson et Écrivons demain, ainsi que par des étudiants sur Instagram. Merci d'être avec nous, solidaires, et sans plus attendre, commençons par votre présentation. Donc, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter chacun en quelques mots ? On peut commencer par toi, Carmel. Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Carmel, je suis en 2e année à Sciences Po Lyon et je suis à Solidaire depuis l'année dernière et j'ai été élue au conseil d'administration déjà l'année dernière et je suis à nouveau sur la liste pour le conseil d'administration cette année. Merci. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Solal, je suis à Solidaire depuis cette année, je suis un étudiant en 2e année. Et voilà, je suis engagé dans Solidaire étudiante. Bonjour à tous, moi je m'appelle Mathieu, je suis à Solidaire depuis la 1re année et là je suis actuellement étudiant de 4e année. Très bien, merci. Donc je vais aussi vous demander personnellement ce qui vous a mené à vous engager, donc que ce soit politiquement, dans des actions militantes ou du coup dans ce cadre précis, dans les élections du CA. Donc moi je suis engagé à gauche depuis un bout de temps. L'année dernière, donc j'étais pas encore à Solidaire, mais je participais aux manifestations, aux mobilisations, aux actions de gauche. Et donc pour moi, c'est important de lutter pour la gauche et pour toutes nos valeurs au niveau où on en est, au niveau local, donc en l'occurrence l'IEP. Et c'est pour ça que je suis engagé dans Solidaire aujourd'hui pour le conseil d'administration. Moi du coup, je suis plutôt politisé depuis 2019 avec les mouvements pour le climat. Ensuite, j'ai suivi de loin les mouvements contre la précarité étudiante en 2020. Et quand je suis arrivé à Sciences Po en 2021, j'ai rejoint Solidaire étudiante. Et j'ai participé avec eux au mouvement, notamment contre la réforme des retraites en 2023. Moi, je trouve qu'en tant que personne engagée, c'est important d'avoir un engagement concret. Et l'échelle de l'IEP, c'est une petite échelle, mais ça permet de vraiment faire des actions. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait Solidaire à l'IEP, ça m'a intéressée. Notamment parce que Sciences Po a une présence assez importante, on pourrait dire une image importante. Et donc, je trouve que c'est important de préserver des lieux comme ça. Et c'est notamment la présence de plus en plus croissante de listes comme l'UNI qui nous pousse, je pense, aujourd'hui à vouloir présenter des listes pour le conseil d'administration. Super, merci à tous les 3. Donc après cette petite présentation personnelle, j'aimerais bien que vous me parliez un peu des valeurs fondamentales qui vous définissent en tant que liste. Donc au niveau de nos valeurs, donc on pourrait les résumer par anticapitaliste, autogestionnaire, antifasciste, antiraciste, antisexiste et antivalidiste. Donc nous, on a un syndicat étudiant qui existe depuis 2013. On est le seul syndicat étudiant à être affilié à un syndicat interprofessionnel. Donc nous, on est membre de l'Union syndicale solidaire. Ça, c'est une de nos caractéristiques aussi, c'est qu'on est engagé pour un mouvement qui soit interprofessionnel. Nous, on est contre la cloison du mouvement étudiant sur lui-même. On pense que le rôle qu'on a à jouer dans la société, il doit être en lien avec les mouvements sociaux de travailleuses, de travailleurs. Et c'est aussi une caractéristique qui fait qu'on est un syndicat fédéral, implanté à l'échelle nationale. Donc on a des revendications locales pour l'IEP.
on est autogestionnaire, donc on a de la liberté complète dès lors qu'on respecte les valeurs qui viennent d'être citées. Maintenant, on a aussi des revendications nationales, notamment pour un salaire étudiant et pour la gratuité totale de l'enseignement supérieur. Et du coup, une des valeurs principales de notre syndicat, c'est qu'on accompagne les étudiants et les étudiantes au quotidien. C'est-à-dire que si les étudiants et étudiantes ont des difficultés, des problèmes au sein de l'IEP, on est là pour les accompagner tout le temps, dans les démarches à faire avec l'administration, avec les professeurs, avec le Crous, etc. Et donc cet accompagnement au quotidien, c'est vraiment une de nos valeurs fondamentales. Et en plus de ça, on a une participation très forte dans toutes les mobilisations à l'intérieur de l'IEP, mais aussi au-delà, évidemment. Et donc c'est évidemment des mobilisations qui rejoignent nos pensées, donc des mobilisations anticolonialistes, antifascistes, féministes, etc. Et du coup, en participant à ces mobilisations, nous, on s'inscrit dans le syndicalisme de lutte. Donc on s'oppose en cela aux syndicalistes réformistes. Nous, on se revendique de la charte d'Amiens. On est indépendant des partis politiques, on est indépendant d'autres organisations plutôt. Mais nous, on considère que c'est pas à l'échelle des conseils d'administration de chaque fac qu'on va révolutionner le monde. C'est pour ça qu'on privilégie les modes d'action de manifestation et de grève, ce qui ne nous empêche pas une participation au conseil d'administration et aux élections en général, partout où on peut en fait gratter tout ce qui peut nous permettre d'aller dans le bon sens, de réduire la précarité étudiante et d'améliorer les conditions d'études pour tout le monde. Je rebondis justement, Mathieu, parce que du coup, tu parlais des élections du CA. Est-ce que du coup, vous pouvez expliquer aux étudiants qui nous écoutent qu'est-ce que c'est que le CA et en quoi cette institution elle est importante pour vous ? Du coup, le conseil d'administration de Sciences Po, donc le CA, c'est une instance qui sert à voter la politique générale de Sciences Po, notamment le règlement des études, leur organisation et des choses comme le budget. Est-ce que tu veux que j'explique des choses comme la composition, des choses comme ça, ou pas nécessairement ? Explique ce qui, toi, te semble important d'expliquer, ce que les étudiants qui ne connaissent pas forcément le CA doivent comprendre pour bien voter. En fait, l'intérêt du CA, c'est que en ayant des élus étudiants et étudiantes, on a une petite prise sur ce qui est fait à Sciences Po. Moi, je trouve qu'un aspect intéressant, c'est notamment le fait de pouvoir proposer des amendements du règlement des études et de pouvoir les voter. Et donc, du coup, en changeant le règlement des études, c'est comme ça qu'on peut avoir des changements au quotidien sur les études à Sciences Po Lyon. Peut-être je vais un peu empiéter sur après, mais on a notamment avec la modification du règlement des études, c'est là où on a pu mettre en place le congé menstruel, parce que ça nous permet de le mettre dans les motifs qui peuvent justifier une absence. Aussi, moi je trouve que c'est important de participer au conseil d'administration parce que ça permet de comprendre un peu Sciences Po de l'intérieur, notamment le budget, voir qui nous finance, dans quelle situation on se trouve aujourd'hui au niveau du budget, est-ce qu'on a de l'argent ou pas concrètement, et voilà. Je rebondis juste sur l'utilité aussi du CA, c'est que nous, le syndicat solidaire étudiant à Sciences Po, il a été créé il y a un peu moins d'une dizaine d'années sur la question spécifique des dispenses d'assiduité pour les personnes qui travaillent. Et c'est grâce en fait à notre mobilisation au CA qu'on a obtenu ça, avant que ça devienne une loi. Et aujourd'hui, on l'a aussi modifié récemment pour que ça soit 10 heures minimum et non plus 12 heures. Donc typiquement, c'est le genre de mesures qui vont dans le sens de ce qu'on défend. Et du coup, pour ces élections au CA, vous êtes plusieurs listes en concurrence. Et est-ce que vous pouvez dire en quoi votre liste, elle se distingue des autres ? Alors, la première différence entre notre liste et nos listes concurrentes, c'est déjà que nous, on est des militants et des militantes engagés au quotidien. Donc, on n'est pas là pour juste être élu personnellement au CA de l'IEP en tant qu'élève de l'IEP. On est là pour changer les choses concrètement, avec un programme concret, des mesures qui sont très concrètes, qui se basent sur des choses précises. Et tout en accompagnant tout au long de l'année les étudiants dans toutes leurs difficultés en tant que militants engagés à la gauche radicale même. Une autre différence majeure, c'est qu'en tant que syndicat de lutte, on se différencie forcément des syndicats réformistes. Donc nous, évidemment, on est présent au CA parce qu'on peut changer les choses de l'intérieur, mais notre philosophie première, c'est quand même de penser que ce qui marche le mieux, c'est d'établir un rapport de force avec l'administration. Et c'est ce qu'on fait en participant aux mobilisations à l'intérieur de l'IEP, comme pour la Palestine, pour les retraites, contre la précarité étudiante, etc.
et ce qui nous différencie clairement de listes comme À l'unisson ou Écrivons demain. Ce qui nous différencie aussi des autres listes, c'est le fait qu'on soit un syndicat national, donc qu'on soit rattaché à un syndicat national, comme ça a déjà été dit, interprofessionnel et interfac. Et ça nous permet de porter des revendications du coup à une plus grande échelle, coordonnées donc avec d'autres lieux d'études. Et là, je pense notamment à la gratuité de l'enseignement supérieur, qui est une valeur qu'on porte sur tous nos lieux d'études. Et donc, on peut revendiquer des choses plus grandes parce qu'elles auront une plus grande portée. Aussi, on n'a pas que des élus au conseil d'administration, on a des élus dans d'autres instances, notamment le Crous. Voilà, ce qui nous permet d'avoir une plus grande prise sur les enjeux nationaux. Donc après cette petite présentation de vous et de votre liste, on va passer à un bilan de l'année qui vient de s'écouler, puisque vous êtes candidat à votre réélection, enfin en tout cas à la réélection de la liste. Donc pour rappel, l'année dernière, vous disposiez de 4 sièges au CA, avec 2 au premier collège et 2 au second, ce qui faisait de vous la liste étudiante la mieux représentée. Vous avez notamment contribué l'an passé à plusieurs avancées. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ces victoires et sur l'impact concret qu'elles ont eu sur les étudiants et les étudiantes ? Donc au niveau de ce qui a été fait l'année dernière, moi je pense que ce qui est un peu le plus important, c'est la mise en place du congé menstruel, donc du coup qui a été mis en place avec plusieurs autres associations, donc notamment Pamplemousse, Chance pour tous et Mademoiselle. Et donc au fil des discussions avec l'admin et avec les autres assos, donc on a réussi à obtenir 15 jours qui peuvent être répartis au fil des besoins sur l'année. Et la particularité de ce qui a été mis en place à l'IEP, et c'est pas comme ça dans d'autres lieux d'études où ça a pu être plus être mis en place, c'est que donc pour pouvoir bénéficier de ces 15 jours, on peut avoir du coup l'avis d'un médecin, mais on peut aussi faire une déclaration sur l'honneur, et ça c'est ce qui nous tenait le plus à cœur en fait, parce qu'aujourd'hui on sait à quel point c'est difficile de trouver un médecin à Lyon, et à quel point il y a un temps d'attente qui est important pour pouvoir rencontrer des spécialistes, notamment comme des gynécologues. Et c'est pour ça que ça nous semblait important de permettre un accès facilité à cette autorisation d'absence. Voilà, et aussi... voilà. Très bien, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a également des victoires ou des actions qui sont passées un peu plus inaperçues ? Parce que c'est vrai que le congé menstruel a été assez médiatisé, même dans des gros médias nationaux. Et donc qui sont passées plus inaperçues et dont vous aimeriez parler ici ? Du coup, il y a pas mal de choses qui sont passées inaperçues, notamment on pourrait mentionner la création d'un certificat de bachelor. Ça permet aux étudiantes et aux étudiants qui en ont besoin d'avoir un document qui atteste de la validation d'un équivalent d'une licence en fait, après la 3e année. Et ça, peu d'étudiantes sont au courant de ça. Un autre truc aussi qui est passé assez inaperçu, mais c'est un combat qu'on a mené et qui est en cours d'aboutissement, c'est la mise à disposition d'une bourse pour les étudianteux qui le souhaitent pour le stage de premier cycle sur entretien individuel du coup, afin de permettre aux étudiants de ne pas être obligés de faire un job étudiant, mais de pouvoir avoir accès aux mêmes opportunités professionnelles que les autres. Et justement, est-ce qu'il y a des projets dont vous auriez souhaité qu'ils aillent plus loin ou qu'ils soient mieux aboutis ? Alors ça typiquement, nous ça fait des années qu'on porte la suppression du grand oral, donc une épreuve en 4A, on y reviendra plus tard. En 2022, ce grand oral, on a mis au vote une motion pour la suppression de ce grand oral, qui a été rejeté à une voix près à cause de l'absence des élus de la liste à l'unisson. Et donc ça c'est toujours un truc qu'on porte et c'est toujours un truc qui est possible de faire, mais qui n'a pas pu aboutir à cause du manque d'investissement des élus de la liste à l'unisson. Merci pour ce petit retour en arrière. On va maintenant passer à votre programme pour ce mandat. Donc tout d'abord, vous insistez sur l'importance d'un enseignement supérieur émancipateur. Et j'aimerais que vous développiez votre opposition au partenariat public-privé, parce qu'on comprend que vous vous inquiétiez d'une privatisation de l'enseignement, et on le comprend tout à fait. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi considérer que certains partenariats puissent être bénéfiques dans le cadre de la recherche et du développement ?
Donc par exemple en mettant à disposition des universités et des étudiants des moyens matériels et humains qui ne pourraient pas se permettre autrement, et que ça puisse aussi être un moyen d'insertion professionnelle pour les étudiants. Est-ce que donc votre position, c'est d'interdire systématiquement tout partenariat ou simplement de mieux les encadrer ? Tout est dans la question en fait, c'est que ces partenariats public-privé, nous on s'y oppose parce que c'est l'une des modalités d'exercice du néolibéralisme en fait et de la privatisation de l'enseignement supérieur. Et il y a des modes de financement alternatifs, c'est ceux qu'on défend à l'échelle nationale. Maintenant, en effet, c'est pas à l'échelle de Sciences Po Lyon qu'on va mettre fin au néolibéralisme, mais c'est pour ça que concrètement, nous dans notre travail, ce qu'on fait, c'est que pour chaque partenariat public-privé, on va déjà s'opposer à ceux qui nous paraissent les plus problématiques, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau du contenu du partenariat. Mais même en principe, nous, on va toujours défendre des financements qui soient publics et qui viennent d'ailleurs, parce que c'est pas parce que ça peut apporter des choses positives sur le moment qu'il faut participer tous ensemble au mouvement de privatisation de l'éducation. Merci beaucoup. Solal, tout à l'heure, tu parlais de la suppression du grand oral. Et justement, vous vous y opposez frontalement. Pourquoi est-ce que vous jugez cette épreuve inégalitaire et obsolète ? Alors oui, donc pour la suppression de ce grand oral, on est très en faveur de cette mesure, puisque le grand oral, donc c'est une épreuve qui se passe en 4A, qui est extrêmement importante pour la note qu'ont les étudiants du deuxième cycle et étudiantes. Et donc on s'y oppose parce que c'est une épreuve élitiste et obsolète, puisqu'elle repose sur totalement la culture générale de l'étudiant et étudiante, et pas du tout sur son projet professionnel ou son projet académique. Voilà, puis c'est aussi une épreuve qui en fait a presque aucune préparation sur toute l'année et qui intervient au pire moment de l'année pour les 4A, puisque c'est le moment où on est en plein dans les examens de second semestre, on est dans la finalisation de la rédaction soit du mémoire, soit de l'état d'avancement de la recherche. Pour les étudiantes les plus précaires, on recherche un job étudiant. Parfois, c'est aussi un moment où il faut déposer son DSE auprès du Crous. On a plein de démarches administratives à faire. Parfois, il faut chercher un autre logement. Et ça fait en fait une surcharge de travail. C'est une source de stress. Et c'est pas du tout une valorisation des compétences que nous, on veut mettre en avant chez les étudiantes. Vas-y. Moi aussi, j'ajouterais le fait que cette épreuve, on trouve qu'elle a vraiment pas de sens parce que du coup, pour expliquer concrètement ce qui se passe, tu arrives, tu pioches un sujet. C'est des sujets qui sont parfois très originaux, j'aurais envie de dire. Donc notamment donc dans la banque de sujets, la liste des sujets qui peuvent potentiellement tomber, on peut voir qu'il y a à quoi servent les dimanches. Donc cette liste de sujets qui peuvent tomber, c'est quand même une centaine de sujets, hein, donc c'est conséquent. Donc on veut vraiment insister sur le fait que ce qui détermine la réussite ou pas de cette épreuve, c'est totalement le capital culturel que possède l'étudiant et étudiante, et pas du tout à quel point son projet académique et professionnel est bien structuré, bien construit, à quel point il révise bien dans ses études. C'est vraiment le capital culturel qu'il a grâce à ses parents, grâce à son milieu socio-politique. Et donc c'est vraiment quelque chose d'inégalitaire et qu'il se doit de supprimer pour un enseignement égalitaire et public et émancipateur. Très bien, merci. Vous avez aussi un engagement fort pour la Palestine et contre le colonialisme que vous portez dans vos mesures. Vous proposez notamment une semaine anticoloniale et critiquez les financements venant de BNP Paribas et du Crédit Agricole, qui sont des entreprises qui, on le sait, ont des liens avec Israël. Que répondez-vous à ceux qui vous disent que ce ne sont pas des questions qui doivent être traitées dans le conseil d'administration d'un établissement d'enseignement supérieur ? On leur répondrait que c'est totalement quelque chose qui se traite dans le conseil d'administration. Parce que par exemple, les semaines genre, exclusion, inégalité, enfin j'ai oublié, environnement, c'est ce qui se passe en première année. Ces semaines-là, elles sont décidées au sein du conseil d'administration de septembre, qui choisit donc le REE, le règlement intérieur. Et donc la semaine anticoloniale, si on devait la mettre en place, elle se mettrait en place au conseil d'administration de septembre prochain, donc pour l'année 2025-2026. Donc pour commencer, toutes les mesures qu'on porte par rapport à la Palestine, il faut préciser que c'est des mesures qui ont été décidées et qui ont été pensées par les étudiants et les étudiantes mobilisés, notamment au sein de d'IEP en lutte. Et nous, en tant que solidaires, on les porte au conseil d'administration et sur un volet un peu plus institutionnel. Donc là, on a parlé de la semaine dédiée à la décolonisation et à la Palestine. Et au financement de l'IEP, mais on pourrait aussi parler de l'accueil des étudiants, des étudiantes palestiniens, palestiniennes, libanais, libanaises au sein de l'IEP.
Et ça, c'est des mesures où le conseil d'administration a son rôle à jouer, puisque l'accueil d'étudiants et d'étudiantes palestiniennes a notamment été mis en place à Lyon 2. Et pour ça, ils ont adopté une charte pour cet accueil qui notamment a été votée au conseil d'administration de Lyon 2. Et enfin, sur nos revendications pour mettre fin au financement de l'IEP par des entreprises complices du génocide et de la colonisation en Palestine par l'État israélien, tout ça s'inscrit dans un mouvement national de boycott d'entreprises. Donc c'est un mouvement qui est lancé par le collectif BDS. Et pour vous donner quelques précisions, BNP Paribas, c'est le premier financeur européen d'Israël. L'entreprise a donné l'année dernière 2 milliards d'euros en bons du trésor à l'État israélien. Donc ce bon du trésor, il permet non seulement pour l'instant de financer l'État israélien pour, je cite, combler un déficit croissant à la guerre, un déficit croissant lié à la guerre, oui c'est ça. Et le vrai problème, c'est que BNP Paribas, vu que c'est un bon du trésor, d'ici 2035, 2045, 2055, elle va se faire du bénéfice puisque l'État israélien va rembourser l'entreprise pour cette dette, pour ce don. Et donc, en se faisant financer par BNP Paribas, on tire en fait directement des sous d'un génocide et d'une entreprise de colonisation. Et pour ajouter quelques précisions sur notre revendication d'une semaine anticoloniale, on ne le sort pas de nulle part non plus, ça a été adopté par nos camarades de l'IEP de Saint-Germain-en-Laye. Et puis c'est pas non plus anodin, c'est qu'en fait, par exemple, pour les étudiantes qui font le DE sur l'Afrique subsaharienne, il y a presque aucun cours sur les questions décoloniales, souvent par manque d'enseignantes ou d'enseignants qui viennent aborder le sujet. Et nous, notre idée, c'est que cette semaine, elle soit faite en concertation avec les étudiantes, voire par les étudiantes, pour justement qu'on choisisse ensemble les thèmes qu'on aimerait qui soient enseignés et abordés d'un point de vue scientifique, et des thèmes qui sont chers à nos valeurs et puis qui sont importants même d'un point de vue de la justice. Super, merci pour votre réponse et pour toutes ces précisions. Sur le volet écologique, vous appelez, et donc là je cite votre programme, à une écologie politique, militante et sociale au sein des cours de l'IEP. Est-ce que vous pourriez expliciter cette formule? Donc de quel militantisme et de quelle politique parle-t-on ici? Alors, notre position sur l'écologie, elle s'explique par le fait qu'on pense qu'à l'échelle de l'IEP, le fait de végétaliser la cour d'honneur, par exemple, ça ne sera pas suffisant. Et donc, on pense que les cours, ça peut notamment être une instance où on peut vraiment enseigner des choses qui appartiennent à une écologie qui est plutôt radicale, ce qui nous paraît être le seul moyen de peut-être instaurer des réels changements dans les politiques liées à l'écologie aujourd'hui. Et donc, notamment, on voudrait que le cours de transition environnementale de première année soit plus radical et plus politique. Une écologie plus politique, c'est une écologie qui est recentrée directement sur les enjeux généraux. Et par exemple, nous, on n'est pas favorable à ce qu'on nous apprenne à trier les déchets à Sciences Po Lyon. Non pas que ce soit nécessairement le cas, mais c'est aussi notre rôle en tant qu'étudiant d'être vigilant sur ce qui nous est enseigné et qu'on n'ait pas une écologie qui déresponsabilise les personnes responsables, ni qui dépolitise les enjeux en les présentant comme le destin ou une fatalité, quoi. Notre deuxième mesure phare pour une écologie sociale et politique, c'est qu'on s'est rendu compte que 55% du bilan carbone de l'IEP, il vient directement des voyages en avion des étudiantes en 3A qui se déplacent donc dans leur destination d'accueil en avion. Et donc c'est absolument énorme et c'est vraiment quelque chose qu'on peut changer. Pour ça, il y a déjà quelque chose qui existe, c'est la bourse de mobilité verte, mais pour l'instant, elle est extrêmement réduite. Elle ne propose que 50 € de remboursement sur les trajets écologiques, donc en train ou en bus ou en blablacar, etc. Et nous, notre projet, c'est de l'augmenter considérablement pour qu'elle puisse compenser la différence de prix entre l'avion et le train, afin d'encourager véritablement les mobilités moins polluantes. Merci. On va conclure ces questions sur votre programme avec vos mesures contre la précarité étudiante. Vous souhaitez renforcer les formations contre les violences sexistes et sexuelles, mais comment aller plus loin dans un établissement qui met déjà en place des formations obligatoires pour tous les étudiantes et étudiants entrant en première année, une formation pour tous les responsables associatifs en début d'année, des formations en marge des événements inter-IEP comme les GISPO et des safe persons à tous les événements étudiants? Comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin concrètement et pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles?
Pour les formations contre les VSS, nous, on revendique pas leur instauration puisque c'est déjà le cas, mais on revendique leur suivi et leur amélioration. Déjà, nous, on n'a pas vraiment de connaissances en fait sur ce qui est mis en termes de formation pour les enseignantes, pour les personnels, même pour les responsables associatifs. On ne sait pas en fait qui intervient, quels sujets sont abordés, et peut-être qu'il y a moyen de le savoir, mais on aimerait bien avoir notre mot à dire, et surtout on aimerait bien pouvoir vérifier qu'il s'agit de formations qui soient efficaces, parce qu'une formation en soi c'est pas suffisant. Après, en termes d'ancrage et de suivi par rapport à la lutte contre les VSS, on pense plus spécifiquement à la cellule égalité. Donc celle-ci pour l'instant a très peu de prérogatives. Elle peut par exemple en cas de VSS simplement séparer les auteurs-autrices de VSS de leurs victimes pour qu'ils ne soient pas dans le même groupe de CDM. Mais nous on est convaincus que ce genre de mesure ça ne suffit pas et que les auteurs-autrices de VSS devraient être complètement exclus sans négociation de Sciences Po Lyon. Et sur la cellule égalité, nous on a déjà travaillé avec des membres et des anciens ou anciennes membres de la cellule égalité pour justement voir qu'est-ce qui concrètement pourrait être mis en place pour la réformer, lui donner des meilleures prérogatives. Et ce travail, on va le continuer. Très bien, merci beaucoup. Donc on en a fini pour les questions sur votre programme qu'on peut retrouver donc dans son intégralité sur votre Instagram ainsi que votre profession de foi qui a été envoyée par mail à tous les étudiants. On va maintenant passer à la dernière partie de cette interview qui est la partie questions. Donc on a demandé aux deux autres listes, donc à l'unisson et Écrivons demain, de vous poser chacun une question à laquelle on vous demandera de répondre. Et on a mis sur Instagram une story demandant aux étudiants s'ils avaient des questions à vous poser. Vous y répondrez également. Donc Écrivons demain nous a demandé de rappeler un message qu'ils ont écrit avant de poser leurs questions, qui est « Écrivons demain ne s'inscrit pas dans une logique politique au sens où on chercherait à dénigrer une liste, un programme et surtout des personnes pour gagner des voix. Si l'on se présente, c'est pour porter une vision que l'on estime différente sur la forme et le fond, sans pour autant être en total désaccord avec les autres listes. » Donc ça, c'était pour le petit disclaimer. Et leur question était donc « À l'instar de notre liste, vous portez de nombreuses mesures en faveur de l'égalité des chances, mais vous ne dites rien sur la façon de les financer dans un contexte budgétaire restreint. Comment faites-vous » Donc nous, on pense que notre rôle, c'est pas de trouver l'argent pour l'IEP, et on pense que c'est le travail de l'admin de l'IEP de trouver l'argent. Et en fait, c'est là où il y a une différence un peu fondamentale entre notre liste et les autres listes, c'est que nous, on est un syndicat militant, et en fait, on sait qu'il manque des financements parce qu'aujourd'hui, il manque des financements partout. Donc on sait qu'il y a des problèmes d'argent. C'est pour ça que peut-être qu'à certaines personnes, notre programme il paraît idéaliste, mais nous, en fait, on pense que tout ce qu'on demande, c'est possible de l'avoir si on réussit à instaurer un rapport de force et si on réussit à montrer que c'est des choses qu'on veut suffisamment et qui sont revendiquées par un très grand nombre de personnes. Donc les mesures sur l'égalité des chances. Et ça passe par une présence au CA qui est nombreuse, donc avec nos 4 sièges l'année dernière, avec notre présence nationale, et par le fait de se continuer dans les mobilisations au fil de l'année. Pour revenir donc, comme disait Carmel, sur les mobilisations nationales, sur notre dimension nationale, pardon. Donc nous, bien sûr, on va pas inventer l'argent, comme disait Carmel. L'argent, il vient de quelque part, il vient des services publics, et on croit fermement que c'est par notre mobilisation locale et donc nationale, vu qu'il y a des sections de solidaires partout en France, qu'on arrivera à faire bouger les budgets au niveau des ministères, et que ces budgets seront augmentés pour l'enseignement public, et que des mesures pour préserver l'égalité des chances, comme dit Écrivons demain, pourront être mises en place. Après, pour avoir lu la profession de foi de Écrivons demain, j'ai pas non plus vu de mesures qui seraient susceptibles d'amplifier les financements. Donc à part gratter sur d'autres projets, je vois pas non plus comment eux veulent financer leurs projets. Et c'est peut-être une des différences entre eux et nous, c'est que nous, on n'est pas dans une perspective co-gestionnaire. On n'est pas là pour faire le budget en même temps que l'administration. Nous, on est aussi là pour porter nos demandes et bien sûr travailler sur certains projets, comme on l'avait fait sur le congé menstruel. Mais on est là aussi pour avoir un rapport de force, pour faire pression, comme Solal vient d'expliquer, au niveau national, sur le gouvernement, sur là où ça pèse vraiment. Et en fait, c'est pas à nous de présenter des projets déjà tout financés. Il y a aussi des rapports de force à faire, et
voilà. Par contre, c'est à nous de montrer quelles doivent être les priorités aujourd'hui pour l'IEP et même à l'échelle nationale sur ce qui compte vraiment pour les étudiants et ce qui nous paraît moins important en fait. Parfait, merci beaucoup. On va passer maintenant à la question que vous a posée à l'unisson. Êtes-vous prêt à faire front commun face à l'administration avec d'autres listes pour des projets sur lesquels vous êtes en accord ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait toutes les fois où nos camarades ont été élus. L'année dernière, il y a un communiqué qui a été signé avec toutes les listes pour dénoncer, l'année dernière, pour les élections législatives, pour pour le rejet de l'extrême droite en tout cas. Et puis même, on a des fois où nos élus ont voté pour des projets, par exemple la tarification boursière pour les DE. Ça, c'était une mesure portée par Engageons-nous, il me semble. Nous, on ne l'avait pas dans notre programme puisqu'on est pour la gratuité, mais on a considéré que ça allait dans le bon sens et on l'a voté. On n'est pas du tout dogmatique, on n'est pas non plus dans une logique d'opposition avec les autres listes. Si on est d'accord sur des projets, on peut les mener ensemble. Alors maintenant, on va passer aux questions posées par les étudiants sur Instagram. Donc pour commencer, n'avez-vous pas peur de devenir une liste qui base sa légitimité sur sa longévité, car c'est aujourd'hui votre point fort, on ne va pas se le cacher. Ressembler à un parti de masse ne vous effraie pas ? C'est quoi ? La longévité. La longévité ? Oui. La longévité, c'est pas quelque chose qu'on met en avant, c'est pas un argument pour nous. En plus, on n'existe pas à l'IEP depuis plus longtemps qu'à l'unisson, ou alors à 1 ou 2 ans près. Et puis on est dans une fac, donc les gens ils changent en fait. Les élus d'il y a 3-4 ans, aujourd'hui ils sont plus à Sciences Po. C'est pas un argument qu'on met en avant. Et notre vocation, c'est pas non plus d'être un parti de masse, on a un syndicat étudiant. Maintenant, notre expérience, en effet, c'est plutôt un atout, mais c'est pas notre plus gros atout, c'est la combativité de nos militantes et de nos militants, et c'est notre programme surtout. Très bien. Je peux ? Vas-y. Pardon. Je peux ajouter quand même qu'on est quand même très fiers de ce que nous a permis notre longévité. Très dur à dire. On est très fiers de ce que nous a permis. On est très fiers de ce que nous a permis notre longévité, donc le congé menstruel, toutes nos mesures dont on vous a parlé précédemment, c'est vraiment des choses qui sont importantes et bien sûr qu'on est content d'avoir mis ça en place, mais on a encore plein de combats à mener, on a plein de mesures qui n'ont pas abouti, de choses qu'on veut encore mettre en place, comme le montre notre programme, et donc c'est un peu dur de nous dire qu'on est exclusivement basé sur notre longévité, alors qu'on a vraiment plein de choses à porter pour améliorer l'IEP et la vie étudiante. En seconde question, on nous demande s'il y a un projet d'envergure à court terme de type ouverture d'un tiers-lieu. Donc oui, c'est dans nos revendications, l'ouverture d'un tiers-lieu étudiant. Donc on devrait pouvoir ouvrir ce tiers-lieu dans des nouveaux locaux de l'IEP qui sont achetés ou qui sont en train d'être achetés en tout cas. C'est des locaux qui se situent un peu dans le quartier, pas loin de Sciences Po. Très bien, merci beaucoup. Et donc on passe à la dernière question, et pas des moindres. Est-ce que vous trouvez Samuel Carpano-Mazouillet beau gosse ? Samuel Carpano-Mazouillet étant quelqu'un qui parle très très bien, on aurait pu le trouver très 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 beau s'il s'était engagé un petit peu plus à Solidaire l'année dernière et cette année. Malheureusement, ce manque d'engagement fait que voilà. Désolé. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse honnête. Donc pour conclure cet épisode avec Solidaire, on vous laisse carte blanche. Voilà, si vous avez, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui vous tient à cœur, si vous avez un dernier mot pour convaincre les étudiantes et les étudiants de voter pour votre liste, c'est votre moment. Du coup, j'en profite de cette carte blanche pour apporter une petite précision sur notre syndicat. Nous, nos élus, c'est pas des mandats représentatifs, donc ils sont pas envoyés au CA pour décider eux-mêmes individuellement de ce que eux pensent être juste. Ils ont un mandat impératif et en fait, ils n'ont pas plus de pouvoir que les autres membres du syndicat sans être élus, puisque toutes les décisions qui sont portées au CA par les élus, c'est des décisions qui ont été décidées par les différents membres de la section. Et la section, elle est ouverte, bien sûr. Donc, si vous vous identifiez aux valeurs qui sont défendues par Solidaire étudiante, vous êtes tous les bienvenus à participer à nos réunions et à participer aux prises de décision, aux débats internes. Et c'est ces mesures-là qui seront portées par nos élus. Votez Solidaire et rejoignez-nous. Merci beaucoup Carmel, Solal et Mathieu d'avoir passé cette interview avec nous. Bonne chance pour la fin de votre campagne. Merci. Merci beaucoup. Merci.